OK, je crois que je l'ai. Là, je vais vous demander de m'écrire si vous me voyez, si vous entendez aussi. Donc, on a du son, tout va bien. Testing 1, 2. On va vérifier, voir si tout est disponible. Et on va attendre que Bart vienne se reconnecter, s'assurer qu'on est correct. Donc, je vois 2 vues jusqu'à maintenant. C'est pas facile avec la connexion, donc je vais vous demander patience parce que Bart, dans la région où est-ce qu'il est du Missouri, a un petit peu de difficulté avec sa connexion. C'est la beauté, en fait, des lives et tout ça, sauf que ça a des avantages, qui est la partie, en fait, au niveau des connexions. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. S'il y a quoi que ce soit, on a des questions, on va pouvoir prendre le temps aussi d'y répondre. Super, Judith, si ça fonctionne. Honnêtement, c'est pas ma branche. Je vous entends. Vous m'entendez? Oui, donc on est directement en live. On a réussi aussi à pouvoir le mettre directement en direct sur la page. Donc, on va pouvoir commencer dès maintenant. Alors, je vous présente mentor du système de Nepopo, Bart Bellum. Et je vais lui laisser la chance de se présenter lui-même, de présenter son système et ce, en quoi lui, il croit au niveau de la formation, au niveau du collier électronique. Mais on s'entend que le Nepopo système, c'est pas juste une question de collier électronique. Donc, Bart, je laisse la chance de vous présenter. Bonjour à tout le monde. Bonjour aux gens qui parlent français au Canada. Comme vous l'entendez, mon accent est un peu plutôt belge, mais je vais essayer de parler très lentement. Ma femme, Michael, qui n'est malheureusement pas là parce que je crois qu'elle est arrêtée par la tempête. Il y a une tempête terrible ici. Donc, je vais essayer de parler pour nous deux. Donc, moi, je suis Bart. Je suis marié avec Michael. Moi, j'ai 60 ans et Michael a 55 ans. On s'est mariés il y a 10 ans quand on s'est connus. Et c'est comme deux gens qui devaient déjà se trouver depuis longtemps se sont trouvés. Et en se mettant ensemble, ce qu'ils faisaient déjà avant est devenu plus fort, quoi, hein. Donc, Michael et moi, on est tous les deux une carrière dans le chien. Et un peu sans le savoir l'un de l'autre, on faisait un peu la même chose. Et dû à notre passé, où on a quand même étudié un peu, on pouvait mettre une sorte de logique de ce qu'on faisait de notre ventre. Donc, pour nous, un dressage de chien, ça veut dire que je puisse, en toutes circonstances, faire le chien faire ce que je veux qu'il fasse, mais cela doit avoir une passion. Donc, le chien doit quand même montrer qu'il aime bien faire ce qu'on lui fait faire. Et pour arriver à Rome, il y a toujours deux chemins. Il y a le classic conditioning, le conditionnement classique, et le conditionnement opérant. Pour mieux comprendre notre système, on part toujours du fait de deux exemples spontanés où le chien qui est à la maison vient avec la gamelle en bouche, avec les oreilles vers le haut, des yeux qui brillent comme des cigarettes et avec la position du corps très haut. Et il vient pousser vers vous pour vous demander quelque chose, une caresse, de la nourriture, à boire. Et par accident, vous avez rémunéré ce comportement et c'est pour ça que le chien fait ça de plus en plus. Un peu après, vous jetez un apport-objet, vous lui dites apport, et le même chien qui aimait bien apporter la gamelle n'aime pas apporter le job qu'on lui fait faire. Un autre exemple similaire, c'est qu'on promène un chien dans la rue et tout à coup, le chien met le nez par terre et commence à renifler l'aroma qu'il aime bien. Il aime si bien l'aroma que nous, on appelle le chien, fait semblant de ne pas nous entendre. On crie plus fort, il fait semblant de ne pas nous entendre. On tire sur la longe, il résiste pour rester avec son nez sur l'odorat qu'il est en train de renifler. Et un peu plus tard, on va faire un exercice de recherche où nous, l'être humain, on essaye de faire comprendre au chien ce qu'il doit faire. Et là, l'animal fait semblant de ne pas comprendre ou de ne pas aimer ce qu'on lui fait faire. La grosse question est pourquoi spontanément le chien sait faire parfaitement et pourquoi
quand on lui demande de faire, il ne sait pas faire ou il n'a pas envie de faire? Ça, c'est la grosse question. Pour répondre à cette grosse question, il faut répondre à la question principale du dressage de chien. Pourquoi est-ce qu'un chien fait? La réponse est assez simple. Le chien fait pour une raison, s'améliorer sa propre situation. Alors, de là, il y a une deuxième question qui apparaît. Comment est-ce que le chien peut améliorer sa propre situation? Et là, il y a 4 réponses. La première réponse, le chien peut améliorer sa situation en ajoutant de l'agréable, l'agréable qu'on ajoute. Cela, on appelle aujourd'hui le renforcement positif, positive reinforcement. Ouais. La deuxième façon où le chien peut améliorer sa situation, c'est en éteignant le petit désagréable. C'est la définition de negative reinforcement, le renforcement négatif. Ouais. Et puis, Michael et moi, on combine les deux et on fait du négatif, positif, positif, où on arrête le petit déconfort qui est suivi de extra agréable, ce qui fait le nez popo. Et puis, il y a une 4e raison pour laquelle le chien fait, c'est pour éviter des plus hautes stimulations désagréables qui peuvent être correctives ou aversives. Et en sachant cela, on doit se dire, combien de routes est-ce qu'on peut rouler pour arriver à Rome? Rome, c'est le comportement qu'on veut. Et les routes à prendre, c'est le système de dressage. Est-ce qu'on va via Classic Conditioning ou Operant Conditioning? Pour bien comprendre cela, il faut comprendre les définitions de Classic Conditioning et de Operant Conditioning. Et le dressage moderne se tourne de plus en plus vers le Operant Conditionnement, là où le chien, par hasard, montre un accident, un comportement accidentel. Là, si vous le voulez, vous devez le rémunérer. Et si vous ne voulez pas l'accident se répéter, il faut ou bien l'ignorer ou bien le stimuler aversivement pour qu'il ne revienne plus jamais. Et c'est un peu ça ce qu'on fait dans une semaine à l'école Nez Popo. Et Michael et moi, on veut marquer notre dernières années qu'on est encore active avec l'école Nez Popo. Donc, on oblige les gens à comprendre de la théorie. On les oblige à faire des devoirs. On les oblige de ne pas seulement travailler le chien, mais de se travailler la tête à eux avant de travailler le chien. Donc, on fait un peu souffrir les gens. Et par après, si les gens passent, et là, la quota est assez haute, on aime bien que les gens font un 90% pour passer. Et là, ils ont un ticket pour venir à une semaine où on met les mains sur les chiens, hands on dogs. Et là, on essaye d'implémenter tout ce qu'on a appris. Et c'est là que les gens ont un moment aha après l'autre. C'est la visualisation de ce qu'on leur a dit théoriquement. Est-ce que les gens, en sortant de l'école, sont des entraîneurs parfaits? Non, pas du tout. Mais ils ont le savoir pour le devenir après 5-10 ans de beaucoup d'expérience et de deep practice. C'est un peu ça. C'est à vous, Johnny. Ben pour moi-même, avoir fait le Silver School, m'avoir rendu au Missouri, passer la semaine avec vous autres, moi, ce que j'ai apprécié le plus, je pense, que du système, c'est aussi tout l'aspect autour où est-ce qu'on apporte un lien de famille, les gens qui font du nez popo, on est capable de discuter ensemble, on a un réseau aussi. On travaille un peu même si on est tous différents, on a un peu les mêmes fondations. Au même titre aussi de voir le résultat des chiens qui travaillent avec beaucoup d'intention, avec beaucoup de plaisir aussi. On redonne aussi beaucoup de contrôle aux chiens. Pour la formation théorique, effectivement, c'est très intensif au niveau du nez popo, mais je pense que pour comprendre dans quoi le chien passe dans un système comme ça ou dans un système d'entraînement, il faut comprendre c'est quoi la rigidité de nous-mêmes
se mettre dans des systèmes comme ça, puis se mettre dans un système où est-ce que, bon, tu sais, il y a une heure arrivée, il y a des règles aussi au niveau à l'école. Vous avez quand même pris beaucoup de sérieux dans le fait que c'est une école, c'est une semaine, on est ici pour apprendre, on n'est pas ici pour juste se faire des amis, mais vraiment se mettre dans un système, mais aussi en même temps d'être en mesure de pouvoir discuter dans beaucoup, beaucoup de respect qu'on voit très rarement dans le domaine des chiens. Là. Souvent, il y a beaucoup de conflits dans des écoles, les écoles de pensée, tout ça. Moi, ce que j'avais ressenti quand moi, je l'ai fait, c'était beaucoup, beaucoup de respect par rapport à toutes les méthodes qui existent sur le système, mais en même temps d'expliquer ce qu'il en était. C'est vraiment d'aller clarifier une boîte à outils qui faisait en sorte que plus tard, on est en mesure de pouvoir le mettre en application, puis d'aller clarifier pour les gens aussi c'est quoi le système du renforcement négatif, parce que clairement, c'est quelque chose qui est très, très peu compris dans le domaine, même si beaucoup l'utilisent sans le savoir. Donc, ma question, Bart, en fait, c'est au niveau... Bon, moi, je n'ai pas réussi à faire le Gold School parce qu'avec le confinement, tout ça, on n'est pas en mesure de sortir du Canada. Au niveau, en fait, du Silver School, l'objectif, c'est d'avoir la théorie. Est-ce qu'il y a des notions peut-être théoriques que les gens devraient avoir avant d'aller à l'école du Silver School? Moi, j'avais quand même 10 années derrière moi, tu sais, de formation, tout ça, de séminaire quand je suis allée le faire. Honnêtement, je trouvais que ça me donnait un coup de main. Est-ce que quelqu'un qui n'a jamais fait de formation dans les chiens, ça serait une école où est-ce qu'il pourrait apprendre de zéro puis commencer à faire sa formation avec vous autres? Comment vous voyez ça? Ben, c'est-à-dire, on a une différente clientèle / public. Ouais. Et oui, il y a des gens qui ont un passé d'éthologie et qui comprennent très bien. Mm-hmm. Il y a aussi des gens qui ont un passé d'éthologie et qui ont du mal à adapter les définitions qu'on emploie nous. Mm-hmm. Et il y a des débutants qui ne connaissent rien et qui immédiatement catch up. Ouais. Et il y a des gens qui n'ont pas de bagage théorique et qui souffrent. Donc, on a tout le cas de figure. Ce qu'on essaye toujours de dire aux gens, c'est si vous êtes ici avec un savoir, laissez ce savoir dans une chambre, mettez-le un peu à côté et fermez cette chambre pour l'instant et ouvrez une nouvelle chambre d'information pour absorber au maximum notre point de vue. Et c'est à vous de plus tard faire un linking network entre toutes les informations que vous aviez déjà et les informations que nous, on a ajoutées. Et l'intérêt, c'est que vous et le chien deviennent mieux. Hein? Donc, dans le monde entier, ce qu'on voit, c'est que dans la vie moderne, le chien a un statut qui devient de plus en plus protégé et il y a des lois très directes et très strictes concernant le bien-être animal. Dans notre cas, le bien-être du chien. Et la règle générale est celle-ci. Il est défendu sans valide raison de faire mal à un chien ou de le faire souffrir. Alors là, ça c'est la définition. Et si on analyse la définition, il y a marqué qu'on a besoin d'une valide raison pour avoir le droit de faire mal à un chien. Et ça, il faut les connaître. Ouais. Il y a 2 valides raisons dans lesquelles on peut / on doit même faire mal au chien. Ouais. Et à ce moment-là, on intervient sur le chien et on prend les mesures nécessaires. Ouais. Et sans pouvoir être abusé de faire abus au bien-être animal. Totalement. Donc, on n'est pas du tout dans l'abus physique ou le côté de vouloir créer du tort. Là. Ça veut dire si un chien mord un être humain, même si l'être humain est un scumbag, vous devez employer toutes les méthodes et toutes les raisons à votre disposition pour faire lâcher le chien immédiatement sa morsure. Parce que l'être humain a une vie, un statut plus haut. Ouais, exact. C'est ça. L'humain est autant protégé que le chien. Donc, à ce moment-là, les gens doivent prendre les mesures nécessaires pour éliminer les comportements. Donc, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est qu'on n'a aucunement le droit d'appliquer ou d'abuser d'un chien. Par contre, les règles changent lorsque le chien, lui, démontre des signes où est-ce qu'il pourrait mettre en risque les gens autour et qu'à ce moment-là, ben
La règle coupe, et là, à ce moment-là, on prend les mesures nécessaires pour protéger que ce soit les gens autour à ce moment-là. C'est ça, c'est ça. Et même si, par exemple, un chien mord un être humain et vous ne faites pas mal à votre chien pour le faire lâcher, c'est vous qui avez des problèmes devant le tribunal. Totalement. Parce que vous avez négligé d'aider une personne qui est en problème. Effectivement. Donc, il faut aller trancher à ce moment-là. Il faut prendre le côté de l'humain si jamais il y a une situation avec un animal. C'est là où est-ce que ça devient très difficile de travailler au collier électronique parce que le collier électronique a une très mauvaise réputation et c'est la même chose ici au Québec, majoritairement au Canada. Peut-être, bon, au préalable, la mauvaise utilisation du collier électronique, là, on s'entend qu'on en a vu aussi des gens qui en ont profité. Mais à ce moment-là, le collier électronique, quand on parle d'abus, tout ça, où est-ce qu'on le place, comment qu'on fonctionne, comment vous autres, vous voyez ça? Ou plutôt comment vous... Ben, moi, je sais comment vous l'amenez, mais je vais te laisser l'expliquer. Comment on voit ça, le collier électronique, par rapport aux abus des animaux, comment qu'on l'apporte, qu'est-ce qui fait la différence d'un bon entraînement au collier électronique versus un entraînement un peu de monsieur, madame, tout le monde, là, à ce moment-là, qui s'improvise entraîneur et que là, peut-être, ça peut facilement tomber dans l'abus, là. Bah, le gros problème est toujours le même. Hein. Qui peut employer un collier? Et on peut même aller plus loin. Qui a le droit d'acheter ou d'avoir un chien? Et on va encore plus loin. Qui a le droit d'avoir des enfants? Donc là, on va dans des problèmes très, très, très spécifiques. Ouais. En tout cas, le chien, il est là. Et les gens qui ont des problèmes avec des chiens essayent à tout prix de le résoudre en respectant le plus que possible le bien-être animal. Parce que pour vous dire, moi, je ne connais pas des gens qui, par exprès, font le salaud sur des animaux. Et si ils le font, par exprès, et par joie de le faire, ben, ces gens-là doivent être en prison. Est-ce que chaque personne a déjà fait des fautes? Ben oui, personne n'est sans faute. C'est simple comme bonjour. Puis à ce moment-là aussi, des fois, quand on tombe en mode survie avec un chien qui réagit, nos réactions sont beaucoup plus fortes aussi par la peur, par le biais. Donc, c'est difficile d'aller chercher le bon dosage aussi par rapport à ça, là. Oui. Maintenant, l'emploi classique du collier électrique, et maintenant on parle bien du collier à distance, c'est le chien écoute très bien, mais quand il y a une distraction plus forte, il n'écoute plus. Et là, les gens achètent le collier et l'emploient tout de suite dans le cas problématique où le chien n'écoute pas du tout, et puis on lui implémente une stimulation électronique que le chien n'a jamais appris à gérer. Donc c'est un nouveau langage, et sur ce nouveau langage, 25% des chiens vont faire ce que vous voulez qu'ils fassent. Là, c'est une bonne correction. 25% des chiens vont fuir, fuguer. Là, c'est pas ce que vous voulez. 25% des chiens vont rester immobiles et n'osent plus bouger. Et ça, il y a aussi 25% des chiens qui vont essayer de sortir de la pression électrique par agression et mordre celui qui est le plus proche de eux. Donc, ça veut dire, en correctif, 25% des chiens ou 25% des gens auront succès. Ça, c'est le système le plus employé. Le deuxième système qui est aussi beaucoup employé, c'est ce qu'on appelle la stimulation aversive. Par exemple, le chien aboie excessivement dû à des raisons pour une autre. On n'a pas su d'arrêter cet aboiement. Et puis, on achète un collier anti-aboiement qui, lui, ensemble avec l'aboiement, va donner une sensation agréable assez, désagréable assez pour arrêter le comportement désagréable. Ça, c'est le success formula de la stimulation aversive. Et je crois même que le collier anti-abois est le numéro 1 sur la liste des colliers vendus. Donc, c'est un problème énorme, et surtout dans les grosses villes. Donc, les deux premiers systèmes, c'est des systèmes pour arrêter des comportements désagréables à ce moment-là que la personne veut... C'est ça. Le troisième système
avec le collier électrique, et ça, il y en a très peu qui comprennent, c'est ce qu'on appelle le negative reinforcement. Le langage. Renforcement négatif. C'est ça. C'est un peu ce qu'on fait dans l'équitation, et là, tout le monde le comprend. Si on le fait dans le chien, personne ne le comprend. Et si on le fait, ou si on va faire quelqu'un d'autre un negative reinforcement, on est le salaud. Et en renforcement négatif, la définition est stimulation un peu désagréable s'arrête quand le chien fait le comportement désiré. Ça, c'est un peu la définition. Et l'industrie automobile emploie ça sur tous les chauffeurs de voiture. En entrant dans la voiture, on s'assied sur le siège du chauffeur, on met la clé dans le contact, on a oublié de mettre la ceinture de sécurité et tout de suite, il y a ce petit bruit qui nous fait chier et qui s'arrête seulement si on accroche le... C'est ça. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage dans le renforcement négatif. Et ça marche très bien. Il faut seulement comprendre que c'est des petites doses pour apprendre au chien à faire quelque chose. Très, très, très bon système. Là aussi, très peu de gens le comprennent. Le quatrième système, c'est quand le chien comprend très bien tous ses commandements, on peut ajouter une petite stimulation électronique dans le commandement qui marche très bien. Ça, on appelle ça la méthode de contact. On marie ce qui marche très bien en commandement verbal, on met une toute petite stimulation dessus et on laisse faire le chien ce qu'il connaît très, très bien. On le prépare on prépare le chien à comprendre la stimulation électronique dans un langage pour par après, s'il le faut, le corriger électroniquement quand il ne fait pas, malgré le fait qu'il sait très bien le faire. Donc ça, c'est un très bon système. Là aussi, les gens ne le comprennent pas très bien. Puis, il y a une cinquième méthode, là où on appelle ça the hearing aid, l'appareil qui aide le chien à écouter. On appelle ça the deaf dog method, la méthode pour le chien sourd, où une stimulation très courte veut dire assieds-toi et regarde le maître pour recevoir des commandements visuels. Et puis, il y a une stimulation à durée plus longue qui veut dire viens vers le maître, on t'appelle. Et si ce chien sourd est en feu, quand il court derrière un lièvre ou n'importe quoi, on peut l'appeler plus fort sur une dose de stimulation plus forte pour qu'il écoute mieux. La plupart des gens qui emploient un collier sont dans ce système-ci sans le savoir. Preuve, le chien écoute très bien avec le collier. Quand on l'enlève, il est sourd. Même les gens qui vont dans les compétitions souffrent de cette maladie du deaf collar training. Puis, il y a un sixième système très mal connu, c'est quand des chiens ont peur, quand on s'en va, le chien est réconforté quand on le touche. S'il est réconforté quand on le touche, juste avant de le toucher, on lui donne une toute petite stimulation électronique. Dans 1,6 secondes plus tard, on le touche avec notre corps. Répétition, répétition, répétition. Que pour le chien, la petite stimulation électronique devient un autre signal d'être touché par son maître. Et puis, le chien, il comprend, on s'éloigne de plus en plus. De temps en temps, on tape sur la stimulation qu'on est là. D'accord? En fait, l'utilisation du collier, il y a beaucoup de façons de le faire, de faire l'entraînement avec le collier électronique. Et là, ce qu'on comprend, c'est que le collier peut être conditionné ou peut être utilisé en aversion à ce moment-là. Donc, il y a deux utilisations distinctes. Bon, il y a plusieurs systèmes, évidemment, là, mais plusieurs formations distinctes qu'on peut faire avec le collier. Donc, à ce moment-là, c'est à nous, en tant que propriétaires, de décider ce qu'on veut faire avec le collier électronique au préalable, puis quel genre de résultat qu'on veut avoir à ce moment-là.
Et là, il y a le C'est ça. Nepopo système, qui est le système que Michael et toi avez travaillé à ce moment-là, négatif, positif, positif. On s'entend que ça prend une maîtrise des fondations de connaître le conditionnement classique et le conditionnement opérant pour pouvoir arriver à obtenir des résultats avec Oui. ce système-là. Ce que nous, Johnny, ce que Michael et moi, on essaye à faire comprendre les gens qu'il y a différents systèmes, que tous les systèmes sont très costauds et très forts quand on comprend les conséquences du système dans lequel on travaille. Et il faut accepter que chaque système a ses conséquences très fortes pour faire et des conséquences très fortes pour ne pas faire. Donc, il y a des désavantages si vous avez et des avantages. C'est ça. Par exemple, Michael et moi, on adore le système positif. Pourquoi est-ce qu'on l'adore? Parce qu'on le comprend de travers. On le comprend de travers. Ça veut dire, on comprend très bien les conséquences pour faire, quand le chien fait ce qu'on veut qu'il fasse, et on comprend très bien les conséquences quand le chien ne fait pas ce qu'il sait très bien faire. Et c'est pour ça que nous, on emploie ce qu'on appelle le paiement existentiel, la nourriture que le chien a besoin pour son régime. Donc, ça commence à couper. Bart est dans la tempête. Donc, ce que Bart essaie d'expliquer, en fait, ici, j'espère qu'il va arriver à revenir, là, c'est que au niveau du travail de Nepopo, c'est qu'on ne travaille pas avec de la récompense supplémentaire. On va vraiment aller travailler avec la ressource que le chien obtient, donc la nourriture. Donc, avec la nourriture de sa gamelle, on ne va pas lui donner une récompense supplémentaire. On n'essaie pas d'aller payer le chien avec quelque chose de plus pour finalement obtenir ce qu'on veut avoir. Donc, contrairement des fois dans certains systèmes, comme le système renforcement positif, on n'est pas en mesure de travailler avec la récompense positive qui va faire en sorte qu'on essaie d'améliorer. Donc, on est rendu à donner de la saucisse, on est rendu à donner du foie séché. Là, le foie séché ne marche plus, on est rendu à donner du steak. Et là, à un moment donné, on plafonne. Donc, ce qui est important ici, c'est qu'on travaille avec la ressource et que le chien, il mange en entraînement. Et donc là, à ce moment-là, c'est ce qui va faire en sorte que le chien va comprendre que le système, il y a du sérieux à l'intérieur. Donc là, c'est sûr, là, je pense que Bart, on l'a perdu, là. J'espère qu'il va arriver à revenir. Pour répondre à la question de Philippe Vigneault, et là, gênez-vous pas là, à poser vos questions. S'il y a des choses que vous aimeriez savoir par rapport à Bart, Bart a énormément d'expérience dans le domaine du chien, évidemment, autant dans le système Nepopo que dans d'autres systèmes. Donc, c'est le temps de poser vos questions. Phil, je vais laisser Bart venir répondre à ça quand il va avoir la chance de revenir. Jusqu'à maintenant, comment vous trouvez ça? Ça va? C'est quand même unique, hein? C'est pas... Bart, non seulement, oui, est belge, mais aussi, c'est pas une étude qui est faite beaucoup ici dans la région du Québec, pour ceux qui sont de la région d'ici, pour ceux qui sont de France, tout ça, peut-être vous en avez peut-être plus entendu parler que nous. Au niveau du système Nepopo, c'est un système qui était beaucoup plus accessible en Europe au préalable, donc on avait de la difficulté à obtenir l'information. Beaucoup en parlent. Est-ce qu'ils font bien le système? C'est une autre chose. Fait que des fois, c'est peut-être plus difficile d'aller l'introduire, c'est plus difficile de bien comprendre aussi tout le travail au niveau du Nepopo système. Vous voyez, là, Bart, c'est une personne qui est très, très, très passionnée. Michael aussi, d'ailleurs. Les deux sont très, très passionnés. Ils partagent leur bagage avec tellement d'informations et c'est tellement intéressant. Moi, j'ai adoré ma formation au niveau du Nepopo Silver School. Ça permet de pouvoir comprendre tellement mieux le système. Pour ma part, je crois que je suis la seule, en fait, diplômée ici au Québec. Évidemment, plus on en a, mieux c'est, plus on travaille bien aussi là, au niveau du collier électronique. Donc, je vais voir s'il va arriver à se reconnecter. Je sais que c'était la tempête et le déluge au Missouri ces temps-ci. Donc, pour ceux qui veulent suivre la formation Nepopo Silver School, je le sais qu'il va y avoir des dates en français qui vont se donner en France. Pour ce qui est du Québec, jusqu'à maintenant, ce n'est pas offert. Par la suite, ben, je le sais qu'il l'offre pour ceux qui sont en mesure de parler anglais au Missouri, aux États-Unis. Bart, on est de retour. J'ai réussi à faire après la pause. On était rendu. Je te laisse poursuivre la discussion à ce moment-là. On avait une question, par exemple, super intéressante de Philippe qui dit « Quel serait l'âge minimal pour introduire un e-collar? » Répète la question, s'il vous plaît. La question étant « Quel serait l'âge minimal pour introduire le collier électronique? » Ben, moi, je crois que ça n'a rien à voir avec âge. Ça a un peu à voir avec... On doit être un peu responsable.
Il y a des gens qui, eux, à 40 ans, ne sont toujours pas très responsables. Il y a des gens, comme ma fille, qui, elle, était très responsable dès qu'elle était jeune. Par exemple, quand mes fils, je leur demandais de faire attention aux chiens, ben, c'était mal fait. À n'importe quel âge, quand je demandais ça à ma petite fille, à n'importe quel âge, c'était toujours fait mieux que j'aurais fait moi. Donc, ça a toujours à voir un peu avec la responsabilité de celui qui le fait. Responsible ownership, what can I say? Totalement. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça va dépendre aussi des apprentissages de la personne, de sa mobilité aussi à faire l'entraînement et de son côté à s'impliquer dans l'entraînement. Donc, évidemment, pour pouvoir faire un système de collier électronique, pour répondre à la question de Phil, ça prend quand même des notions de base sur le chien. Le chien doit avoir un apprentissage, il doit avoir une relation avec son chien, il doit avoir des choses qui ont été créées au préalable et pas simplement prendre le chien, mettre le collier électronique et là, à ce moment-là, se retrouver avec une situation problématique tout simplement parce qu'on n'a pas suivi les étapes à ce moment-là pour mettre le collier électronique. Il faut aussi comprendre que moi, j'étais le lobbyiste il y a 10 ans qui a fait ainsi que la Belgique a resté ouverte pour le collier électrique jusqu'à présent. Aujourd'hui, c'est en train de nouveau de se aggraver parce que la Belgique a été divisée en 3 régions et parce que chaque région veut montrer qui est le maître. Là aussi, les groupes protection animale sont sautés sur cette loi pour essayer de nouveau d'établir la prohibition du collier. La technique que moi j'avais usée il y a 10 ans, c'était on a besoin de paramètres sur la fabrication du collier, des paramètres sur fabrication, obliger les usines à faire un bon travail de qualité. Deuxième paramètre, c'était qui peut vendre le collier, donc des paramètres de vente. C'était des organisations spécialisées qui donnaient aussi des cours aux gens. Et 3, qui peut employer le collier. Donc, il y avait aussi des paramètres d'emploi. Et maintenant, on avait mis tout ça en route, mais le gouvernement n'a jamais implémenté tout ce qu'on avait dit. Comme toujours, le gouvernement dit de faire beaucoup. Alors, il y a des groupes de travail qui ont travaillé pendant 2 ans sur toutes les idées. Puis, après 2 ans, toutes les idées étaient envoyées vers le ministre, qui, elle, c'était une dame, n'a rien fait avec. Elle a laissé endormir tout le bazar. Et ainsi que personne, aucune industrie a changé, aucune industrie a changé leur façon de vendre. Et l'emploi, il n'y a personne qui avait la notification pour pouvoir employer le collier. 10 ans plus tard, maintenant, en France, c'est le plus gros pays européen où le collier est toujours très accepté, mais pour l'instant aussi très attaqué. Et c'est pour ça que Michael et moi, les seules écoles européennes qu'on va encore faire est en France pour essayer de changer là aussi la mentalité on va essayer d'implémenter les paramètres sur fabrication, on va essayer d'implémenter des paramètres sur vente et essayer de mettre des paramètres sur achat. Et on verra ce que ça va donner. Donc, c'est encore la dernière bataille qu'on va faire, ma femme et moi, concernant le collier électrique. Et cela, peut-être qu'un jour, que le gouvernement va reprendre beaucoup des idées de l'école. Et on est ouvert à ça. Il y a quelqu'un qui a inventé la ceinture de sécurité dans la voiture et tout à coup, elle a été obligatoire dans toutes les voitures. Et celui qui a inventé la ceinture l'a mis en licence aux autres industries. Donc, c'est un peu ça qui se joue aussi. Donc, tout le monde est en train de tirer sur la corde. Maintenant, Michael et moi, avec notre collier, le caméléon, on est prêt pour le futur. Et le futur, c'est on vend un collier qui ne donne pas de stimulation. Le client, en l'achetant avec une application, change le collier comme elle ou lui le veut. Et si on l'attrape avec le collier électrique, cette personne peut pousser sur un bouton et toute l'électricité qui sort. On ne peut jamais
attraper une personne sur le flanc des lits. Jamais. Et quand on dit que on fait qu'on fait une inflammation de la loi du bien-être animal en employant le collier, même s'il ne donne pas de stimulation, notre idée est déjà tordue. C'est pas juste parce que là, on doit défendre chaque voiture qui, théoriquement, peut rouler plus de 30 km à l'heure. On doit déjà leur donner un ticket préventif parce qu'ils vont rouler plus vite et trop vite dans un petit village. Et j'oserais même dire, on va plus loin, du fait qu'un homme est bâti d'une façon, il pourrait violer une femme, enfant, homme. On va mettre tous les hommes préventivement dans le cachot parce que biologiquement, ils sont conçus ainsi qu'ils peuvent violer. Ça ne tient pas la route. Avec le collier électrique, c'est la même chose. Hein? Exact. Ce qui arrive, puis même ici au Québec, puis dans ma région à moi, le collier électronique n'est pas légal. Et donc, bon, la règle, elle est mitigée dans un sens où est-ce qu'elle est légale ou non. Bon, c'est plutôt, il n'encourage pas l'utilisation. Ce qui arrive, en fait, c'est qu'au niveau des colliers électroniques, souvent, on va aller mettre l'outil en avant, on va aller mettre l'outil qui a un problème, mais finalement, c'est la personne qui l'utilise. Et tant aussi longtemps que le collier va être en vente libre et accessible, exemple, sur Amazon, par eBay, en ligne, que les gens poussent ça, et le moins cher possible, parce que, évidemment, un entraînement au collier électronique, ça demande beaucoup d'énergie. Les colliers, oui, c'est de mettre un investissement pour avoir un bon collier, parce qu'un mauvais collier qui ne fonctionne pas avec un mauvais timing ou une situation problématique, exemple, il fonctionne pas, crée beaucoup plus de dommages. Donc, de s'assurer d'avoir un collier de très bonne qualité, de s'assurer aussi de savoir et de lire les instructions pour le connaître par cœur. C'est un outil de travail. C'est simple quand on donne une laisse à un client. Le client, on dirait qu'il sait tout de suite comment ça fonctionne. Finalement, c'est pas si simple de bien manier une laisse quand on entraîne des chiens puis quand on enseigne aussi cette méthode-là. Ben, c'est la même chose pour le collier. C'est pas si simple. On fait pas juste mettre le collier et croire que ça va régler tous les problèmes comme ça. Donc, effectivement, dans un monde idéal, même ici, que ce soit ici au Québec ou peu importe dans quelle région on est, ça serait important de pouvoir justement avoir des gens peut-être plus consciencieux par rapport au collier, connaître à quoi ça sert, comment le conditionner aussi. Et là, j'ai Julien qui pose la question, est-ce que vous considérez faire de la formation en ligne pour le collier électronique du système NEPOPO? Est-ce que vous considérez peut-être l'idée? Oui. Donc, ma femme et moi, on se réalise qu'on donne des cours pour un public un peu élitaire. Financièrement, il faut avoir le temps, etc., etc. Et c'est bien possible que dans le futur, on va faire des cours en ligne, mais ce n'est pas pour demain. Ce n'est pas pour demain. Et ce sera un peu un système McDonald's. Mais mieux vaut faire quelque chose de ne rien faire. Totalement. C'est un peu ça, ouais. Totalement. Et là, Bart, vous avez le Martin System avec le Caméléon qui sont des colliers électroniques à ce moment-là de haute performance. On peut dire aussi les contacts sont faits différemment que les colliers qu'on voit habituellement. Le positionnement aussi au niveau du cou, c'est beaucoup plus facile. Le chien est beaucoup plus confortable aussi par rapport au collier, plus discret aussi. Les technologies au niveau du collier aussi. Donc, vous travaillez beaucoup par rapport à ça. Non seulement parce que la différence entre vous et les autres, c'est que vous êtes des entraîneurs et que vous avez créé vos colliers pour vous autres, pour vous entraîner. Donc, c'est sûr que quand c'est pensé par un entraîneur de chien, c'est évidemment beaucoup plus pratique. Comment vous voyez ça pour la suite avec le Caméléon à ce moment-là et tout le collier électronique? C'est accessible un peu partout. Tout le monde peut se le commander également. Ben, c'est simple. Hein? Ma femme et moi, on a par hasard pu acheter le petit fabricant Martin System, producteur de colliers électroniques, il y a 2 ans. Ça, c'était un coup de chance. Avant ça, déjà depuis plus de 10 ans, Michael et moi, on employait des Martin System. Donc, on était déjà convaincus de la qualité de Martin System bien avant qu'on l'avait acheté. Et le Caméléon, on l'avait déjà inventé. Le Caméléon, qui est un brevet mécanique, on l'avait déjà inventé et breveté avant d'être le propriétaire de Martin System.
Donc, la vie, il y a beaucoup de petits coups de chance qu'on a besoin d'avoir. Et c'est vrai que Michael et moi, on est des patrons d'industrie de colle électronique qui, eux aussi, donc nous sommes aussi des entraîneurs de chiens. Et oui, vous avez raison, c'est du matériel conçu pour le dresseur du chien, par les dresseurs de chiens. Et oui, on est beaucoup, beaucoup plus cher que la concurrence, mais il y a des raisons pour lesquelles. Ça veut dire que nous, on veut un collier que quand on l'allume, le collier vous dit s'il y a contact ou pas avec la peau du chien. On appelle ça le brevet de la mesure contact. C'est, à notre avis, le brevet le plus important de notre gamme entière. 95% de tous les gens qui emploient un collier électrique n'ont pas de contact avec la peau du chien et ils ne le savent pas. Et quand on n'a pas de contact, on met la petite stimulation et naturellement que le chien ne réagit pas parce qu'il n'y a pas de contact. Le courant ne s'est pas fluidé sur la peau. Alors que font les gens? Ils vont à des niveaux de plus en plus hauts jusqu'à un certain instant. Il y a assez d'énergie pour sursauter la petite espace où il n'y a pas de contact et on appelle ça l'électricité pont, the bridging electricity. Et là, ce que le chien sent est toujours beaucoup trop fort. Et on appelle ça la III stimulation. Les gens ne le font pas exprès. C'est parce qu'ils ne savent pas que le collier n'a pas de contact avec la peau du chien. Et c'est là où les plus gros misères sont toujours commencées. Malheureusement, c'est un brevet qui appartient à Martin Systems, à nous, et les autres entreprises se battent contre ceci parce qu'ils savent très bien qu'ils ne l'ont pas. Au lieu de se battre, ils devraient venir vers nous, et nous, on est très, très, très contents de partager notre système avec eux. Vous voyez? Donc, ils essayent de tomber en concurrence pour aller chercher quelque chose de meilleur quand ils pourraient simplement partager le même système que vous, parce que vous, l'objectif, c'est que les gens travaillent avec un collier qui fonctionne bien et ça va vous faire plaisir de pouvoir partager ce savoir-là. Il y a aussi, bon, il y a le système au niveau du contact, mais il y a aussi le système au niveau d'avec l'eau, quand le chien va à l'eau avec le collier, qui est un autre système que vous avez, vous, là. Ça, c'est le brevet SSC, le brevet à sensation à stimulation constante, SSC. Ça veut dire que l'impédance, la résistance de la peau du chien ne fait que changer continuellement. Et ce qui est important à comprendre quand on travaille avec des colliers, c'est le plus important dans le travail du collier, c'est ce que le chien ressent de la stimulation, pas ce qui sort de l'appareil. Le plus intéressant de savoir, c'est qu'est-ce qui ressort de l'appareil. Et là, le gros malheur, c'est que l'eau, l'humidité, fait sentir une stimulation 2, 3, 4, 5 fois plus forte qu'à l'intention de l'entraîneur. Et c'est ça aussi une des causes où des fautes involontaires sont implémentées sur le chien. On appelle ça la surstimulation involontaire par le non-savoir du maître. Donc, nous, on a un système où tout cela se règle automatiquement et votre stimulation et la perception, la sensation reste toujours la même chose. Toujours, toujours, toujours. Là aussi, nous, on est prêt à partager ce brevet avec tous nos concurrents, mais ils ne veulent pas en savoir parce qu'il faut comprendre que tous les concurrents ne savent que vendre sur ce qu'on appelle price sheeting. Ils ne savent que vendre sur prix, pas sur qualité du produit. Michael et moi, on est 3 fois plus cher et on a une clientèle qui, elle, comprend pourquoi elle paye 3 fois plus. Il n'y a pas de négociation pour le prix par rapport au fait que votre technologie coûte déjà tellement cher. Vous ne pouvez pas négocier votre prix totalement. J'ai une question de Jenny. Jenny travaille avec son chien en Schutzen, donc elle a du berger allemand. Elle est habituée à l'entraînement et elle pose la question, est-ce qu'un chien qui a reçu un niveau élevé de correction avec un e-collar peut se réhabiliter ou désensibiliser face à un stimuli beaucoup plus bas? C'est pas facile de changer des habitudes, ni pour l'être humain, ni pour le chien. Donc, des habitudes, c'est des habitudes. Ce qu'on doit essayer de comprendre ou de faire, c'est de rééduquer le chien là
où le chien est très calme et tout se passe dans le calme. Le problème du collier électrique, et surtout dans le sport, il n'est que employé quand le chien est en feu, quand le chien est en big drive. Et parce qu'il est en big drive, il ne sent pas les petites doses parce qu'il n'a pas appris à les sortir. Il n'a pas appris la sensation. À se sensibiliser, ouais. Il n'est pas conscient. Et en fait, il ne tombe pas conscient du collier et il ne garde pas un œil, un contact. Donc, il ne garde pas physiquement une attention particulière sur le collier que si on l'a renseigné quand le chien est en low drive. On peut rééduquer le chien, 100%, mais il faut partir du mordant et pourtant, pendant 5-6 mois, ne plus faire de mordant. Ne faire que la communication douce et gentille où le chien fait avec plaisir pour éteindre les petites stimulations, première récompense, et en plus recevoir la récompense existentielle, la nourriture. Nous, on aime bien travailler à la nourriture. Ouais. Donc elle a des chances et il faut employer un chien et en toute conscience recommencer à zéro. Et peut-être qu'en faisant ça, elle peut améliorer son niveau de compétition de 3, 4, 5%, ce qui vaut quand même beaucoup. Hein? Oui, totalement. Donc, à ce moment-là, ici, ça serait d'aller reconditionner le collier à ce qu'il y a une porte de sortie. Et donc, à ce moment-là, de faire en sorte que le chien trouve ses propres solutions par lui-même avec une petite dose. Et à ce moment-là, avec le conditionnement opérant, de faire le renforcement positif pour que le chien, en fait, se rende compte que le collier, il est là comme un outil, c'est pas un big deal. Plus tu es sensible, plus ça répond rapidement et que le chien est en contrôle de la situation. Parce que souvent, avec le collier électronique, c'est que le chien perd le contrôle de la situation, il tombe en situation de panique et là, l'apprentissage est coupé. Et là, à ce moment-là, le chien, il sait pas du tout où s'en aller, il tombe dans la nervosité. Donc, à ce moment-là, ce chien-là devrait être reconditionné, peut-être avec un exercice facile là, dès le départ que le chien pourra trouver sa solution rapidement. OK, super. Oui. Donc, on espère avoir répondu Jenny. Oui, Jenny, j'espère qu'on a répondu à la question. Sinon, je pourrais l'aider aussi s'il y a quelque chose. Ouais. À ce moment-là, Bart, au niveau du système des popos, les prochaines dates au niveau de la France et les prochaines dates au niveau du Missouri pour le Silver School, à ce moment-là, vous ne les avez pas? Moi, je n'ai pas ça sous la main. Les dates en France sont, si je me souviens bien, en décembre de cette année-ci. Si Michael et moi peuvent... Il faut comprendre que le dernier temps, c'est très, 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 très difficile de voyager. Hein. C'est pour ça que Michael habite déjà 6 mois ici au Missouri. Et moi, je suis arrivé ici il y a 1 mois pour être certainement là pour l'école. Donc, nous, on va partir vers l'Europe prévu fin octobre. Et l'école est prévue en décembre en France. OK. Il y aura 2 écoles, une école en français et une école parlée en anglais pour le reste de l'Europe. Ça, c'est le gros problème de l'Europe, hein, le langage est différent. Moi, je préfère les écoles anglaises pour le fait où ma femme et moi, on ne fait que s'alterner. Donc, pour moi, beaucoup moins fatigant quand je suis seul à faire le français parce que ma femme ne sait pas parler le français. Là, c'est quand même dur. Hein? C'est 1 semaine de travail et il te faut 2 semaines pour te remettre de ce travail très... C'est quand même lourd. Oui, mais pour y avoir été, c'est très chargé. On parle de 9 heures, aller jusqu'à 5 heures. C'est intensif. Oui, on a des 10 minutes, là, mais il faut être présent. Et clairement, pour la personne qui donne la formation, moi, j'ai fait de la formation en anglais, mais pour quelqu'un, effectivement, s'il faut arriver à le faire toute seule, ça demande énormément d'énergie. J'ai Julien qui pose une question. Il pose la question, j'ai mal compris un des systèmes d'apprentissage utilisant le e-collar. Ça me semblait intéressant. Il dit, c'est le 4e, je crois, la méthode de contact. J'aurais aimé avoir plus de détails. La méthode contact est basée sur l'entraînement positif qui marche parfaitement. Mais on n'est pas naïf et on se dit, il est parfait parce que on contrôle toujours toutes les distractions. Et on est conscient qu'un jour, il y aura des distractions
attractions qu'on ne contrôle pas et qui seront plus grandes que l'attraction de faire. Et c'est pour cela qu'on ne doit pas être innocent et qu'il ne faut pas jeter du bon dressage à l'eau. Je ne vais pas dire qui, mais je crois il y a 10 ans, j'ai aidé une personne dans le Schutzhund et cette personne est devenue champion du monde en mesure contact parce que cette personne avait bien travaillé son chien en positif, mais avait oublié le verrouillage du dressage. Et elle s'est cassée la gueule sur les grands championnats. Je lui ai dit quoi faire. Je lui ai dit, vous avez un succès terrible, c'est une bonne formule que vous avez. Ne changez rien. Ajoutez seulement une fraction de seconde de stimulation pendant votre commandement qui marche très bien, donc à très bas niveau. Et le reste, vous continuez à récompenser comme vous le faites. Et chaque semaine, vous augmentez la stimulation de un niveau. Et à semaine 5, 6, vous arrêtez. Et là, vous faites intermittent reinforcement de la stimulation. De temps en temps, vous tapez le bouton quand vous dites assis. Et de temps en temps, vous ne tapez pas. Et de plus en plus, vous oubliez de reinforcement dans le commandement pour arriver à la fin du programme où le collier électronique devient le supervisor du bon comportement. Et si le chien fait une faute, une grosse seconde après, on peut lui donner sa correction. Et le chien qui, lui, a appris à gérer la sensation de l'électricité dans le commandement, il saura très bien gérer la correction électronique et va arrêter de faire le con et va très activement aller dans l'exercice exigé du maître pour, dans le futur, éviter de faire le con et rester sur l'autoroute. Ça, c'est l'idée. En fait, ce que ça fait, si on met ça une version un peu plus humaine, c'est qu'on va vraiment aller mettre la stimulation en même temps que la commande. Le chien, ce qu'il apprend, en fait, c'est de faire la commande de plus en plus rapidement pour éviter la stimulation, qui est qui est simplement légèrement désagréable. Mais comme le chien adore son confort, à ce moment-là, il va réagir de plus en plus rapidement. Et en mettant la séquence comportementale, c'est-à-dire d'aller faire des fois j'en ai, des fois j'en ai pas, c'est que le chien apprend comme s'il battait la machine. Donc, plus vite il réagit, moins il y a de stimulation, même des fois il n'y en a pas. Et à ce moment-là, le chien apprend à répondre à la commande rapidement, de façon à ce que ça soit automatique et de ne pas se poser de questions. Et le chien répond rapidement à la commande. Et si jamais il a oublié à ce moment-là, on pourrait lui faire un rappel de dire « Hey, il y a quelque chose qui se passe. » Parce qu'honnêtement, la correction, elle n'est pas nécessairement plus forte. La correction va simplement arriver par la suite de la commande. Et là, à ce moment-là, ça devient un rappel pour le chien. Donc, automatiquement, on n'utilise pas une correction super forte pour aller essayer d'exiger au chien. Ça devient vraiment une communication qui est très claire pour le chien, qui fait en sorte qu'il ne va jamais tomber dans de l'émotion ou quoi que ce soit, mais il y a un système à respecter. Là. C'est ça. Donc, on emploie le collier dans la méthode contact parce qu'on sait que plus tard, on va lui implémenter la correction électronique pour ne pas faire ce qu'il sait très bien faire. Si on veut implémenter un bambou pour corriger le chien, il faut implémenter le bambou dans la méthode contact. Assis, couché, debout, en avant, aboie, tais-toi. Pour plus tard, assis, couché, debout, assis, couché, debout, en avant, aboie, fais ça, fais-ci. Et un jour, on fait assis et il ne le fait pas. La correction du bambou. Donc, il faut préparer le chien dans le langage qu'on veut lui corriger plus tard. Exact. Le gros avantage, c'est ça. Le gros avantage du collier électronique, c'est qu'il peut être instantanément, on peut le faire très vite. On peut bridger une distance, on peut ponter une grosse distance. Oui, donc à ce moment-là, quand on dit bridger, c'est qu'on peut aller mettre la stimulation même si on est à distance. Donc, le chien n'associe pas que c'est avec nous nécessairement qu'il va faire la commande. Il va vraiment exécuter la commande. Oui, exact. Et la plus grosse faute que beaucoup de gens font, c'est quand un chien faute, par exemple assis, et ne le fait pas, ils disent de nouveau le comportement assis avec la stimulation corrective. Et là, le chien apprend que le premier commandement, c'est du pipapo et que seulement le deuxième commandement, il faut l'écouter. Ça, c'est la plus grosse bêtise que les gens font. Ou une autre bêtise, c'est que le chien, on dit assis, le chien ne fait pas, le maître dit non. Ah bon? Le maître a dit non, donc j'ai mal fait.
le chien n'arrive pas à comprendre que c'est son comportement qui est la raison que le maître dit non. Donc, dans le dressage moderne, on apprend le chien à être conscient lui-même de sa faute en lui mettant du désagréable quand il sait très bien faire. On lui fait sentir « Hé, Coco, fais mieux, fais mieux ». Et c'est le chien qui s'autogère lui-même. Et c'est ça qui est le plus fort. Et c'est pour ça que souvent, on oblige nos étudiants à lire le livre de Talent Code, où tout ça est bien expliqué. C'est notre Excellent Bible, livre, oui, totalement. Mémoire musculaire, myéline et tout ça. L'autre chose aussi, ce qu'on doit savoir, c'est que nos chiens sont beaucoup plus brillants qu'on pense et apprennent facilement à négocier avec le système qui est instable. Donc, si on commence à négocier avec son chien et à donner des passes droits, ben là, le chien va prendre tranquillement des habitudes aussi par rapport à ça et à ce moment-là, on va avoir des difficultés à garder une constance dans l'obéissance. Donc, tout ce qui est justement, on négocie. Bon, puis encore là, il ne faut pas mélanger le système de intermittent. Donc, on travaille en intermittent dans nos stimulations versus négocier avec le chien. Ça veut dire que le chien, il a déjà appris les notions de base et avant même de tomber dans l'intermittent, il faut vraiment que ce soit bien acquis. Et là, à ce moment-là, on ne négocie pas. Les négociations avec le collier sont multiples. Je mets le collier, je ne le mets pas. Des fois, je vais y arriver. Des fois, je ne le fais pas. Souvent, c'est un manque de constance des gens d'oublier de mettre le collier, d'oublier de mettre... Ça va pas. Ça ne fonctionne pas. Il faut être constant. C'est une méthode qui est exigeante pour le maître. Il faut se le dire. Il faut être très rigide dans notre intervention. Oui, c'est ça. Johnny. Oui. On a été 1 heure en ligne. Si on remet cette interview vers une autre semaine, parce que moi, j'ai d'autres choses à faire. Totalement. J'espère que ça a déjà été une sorte d'appetizer pour le public francophone canadien. J'espère qu'ils ont compris que vous ni moi, on est des brutes. On veut le meilleur dans l'harmonie avec le chien. Mais avant d'arrêter, j'aimerais bien quand même dire que dans un bon dressage positif, avec de la nourriture, ce dressage-là marche seulement si on met de la nourriture, on ajoute de la nourriture dans la bouche pour enlever du désagréable dans l'estomac du chien. Donc, le chien doit avoir un peu une famine pour travailler pour de la nourriture. Et là, on est dans du bon dressage positif avec de la bouffe. C'est ça que les gens ne comprennent pas, que la définition du bon dressage positif est la même chose que la définition du renforcement négatif, c'est arrêter la petite angoisse, arrêter le petit disconfort. Avec du bon dressage positif qu'on met dans la bouche, on enlève le disconfort un peu de la famine dans l'estomac du chien. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Et dans le positif, avec de la nourriture, les gens vont trop vers le dressage dessert, qui, oui, donne de la motivation, mais ne vous donne pas la possibilité de punir le chien en arrêtant le jeu et en pas lui donnant son dessert. Parce que le chien s'en fout, il n'a pas besoin existentiellement de son dessert. Et ça, c'est des choses qu'on arrive quand même à bien faire comprendre à l'école, que le bon dressage positif, il faut le comprendre, et qu'on arrive avec de la nourriture à gérer le oui et le non du chien. Il y a des grosses conséquences pour faire et des grosses conséquences pour ne pas faire. Malheureusement, cela n'est jamais dit dans le marketing de beaucoup de gens. Ça, c'est très, très, très dommage. Et j'aimerais bien dire à tous les collègues sportifs ou toutes les public ambassadors qui sont dans le monde entier pour faire du chien, il n'y en a que 5% entre eux qui osent dire « Oui, j'emploie un collier électronique pour faire de l'harmonie avec mon chien. » Et c'est cette majorité qui se cache qui devrait sortir de l'armoire et dire « Hey, oui, on peut bien employer un collier électronique. » Et là, ma femme et moi, on l'a toujours fait et ça n'a jamais éclaté dans notre figure. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Bien, honnêtement, moi, j'utilise le collier électronique depuis plusieurs années. Je me suis jamais cachée non plus pour l'utiliser. Mon travail à moi, c'est d'éduquer les gens au maximum à une bonne utilisation, par contre, et de ne pas profiter du système pour pouvoir aller justement abuser de son chien.
Et à ce moment-là, je pense que c'est la meilleure méthode aussi. Et au risque et péril de se faire questionner, en fait, c'est correct. Même si les gens arrivent avec une attitude un peu au départ, des fois, juste de leur expliquer puis de leur montrer le résultat, ça règle aussi le problème. Je remercie Bart d'avoir pris du temps pour nous ici au Québec. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Ça a été très agréable. C'est fascinant de discuter avec toi. Ça a été fascinant aussi le Népopo. Nous, on va se voir au Gold School quand je vais arriver par pouvoir passer les lignes à ce moment-là pour pouvoir aller travailler avec toi. J'invite les gens à aller visiter le Martin System pour le caméléon s'il y en a qui veulent avoir plus d'informations. Puis écoute, Bart, moi, je suis ouverte à avoir une autre discussion. C'est sûr que je dis pas non. Et je vous laisse aller à votre week-end à ce moment-là. Merci beaucoup, Bart. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à rajouter ou ça allait? Non. Et ma femme s'excuse encore une fois, mais je crois que pour avoir des conversations fluides, c'est pas trop mauvais de ne pas devoir traduire non-stop. Totalement. Donc, vous avez le gros bonjour de ma femme aussi, le Canada. Johnny, au revoir et à bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Bon week-end. Be safe. Bye bye. Merci. Bye bye.